Mais on s'autorise à penser dans les milieux autorisés. Alors ça, c'est encore un autre truc. Les milieux autorisés, vous y êtes pas, vous, hein. Bonjour à toutes et tous, merci d'être avec nous pour ce nouvel épisode dont s'autorise à penser OSAP. Est-ce que la Constitution de la République française, nous protège? Question d'actualité s'il en est. Mon invité d'aujourd'hui, dans le livre pour lequel je la reçois, écrit dans l'introduction ces quelques mots couchés à l'encre sur du papier. Les mots de la Constitution, sont-ils nos meilleurs remparts contre les dérives illibérales et peut-être la perspective de la fin de la démocratie? Si tant est, ajoute-t-elle, qu'elle ait jamais été, cette démocratie. Bonjour Eugénie Mériot. Bonjour Julien Terry. Merci beaucoup d'être avec nous à nouveau sur le média. Tu es bien connu des auditeurs du média, je me permettre de tutoyer à l'antenne puisqu'on se tutoie dans la vie, c'est mieux. Tu es maître de conférences de droit public à la Sorbonne. Tu as écrit récemment un livre qui s'appelait Géopolitique de l'exception. De l'état d'exception. Ouais. De l'état d'exception, pour lequel on a fait une grande hache. Il s'agissait des mondialisations de l'état d'urgence. Et tu as fait paraître récemment dans cette merveilleuse petite collection des éditions Anna Mosa qui s'appelle Le mot est faible. Un très beau petit livre, très stimulant, que j'ai beaucoup aimé lire, qui s'appelle Constitution. C'est un livre qui est le fruit en fait de ton activité de chercheuse et d'enseignante. Puisqu'en fait, il réunit, je crois, 7 textes, 7 interventions, est issu de 7 interventions devant des publics, soit étudiants, soit de collègues. Tu expliques dans l'introduction, en parlant de cette expérience, que enseigner le droit constitutionnel, c'est se débattre avec cette question: que faire des multiples violations, bien souvent fondatrices de tout l'ordre constitutionnel positif, à l'image de 1958-1962, c'est-à-dire la genèse de la Ve République? Oui, ce sont des textes qui sont issus de mon expérience d'enseignante-chercheuse, bien souvent à l'étranger. Et donc, je suis partie de ces interventions-là pour questionner, à travers le regard étranger, notre Constitution. Donc, il y a en effet des interventions devant des publics étudiants ou des publics de collègues. J'y raconte aussi mon audition pour devenir maître de conférence. Donc, je ne cite pas l'université, mais c'est assez simple de la retrouver, évidemment. C'est pas forcément un modèle à suivre, parce qu'à la fin, tu te fais recaler. Absolument. Donc voilà, donc ce sont des anecdotes qui ont nourri de manière sensible en fait ma réflexion sur la Constitution et en particulier sur la question des violations de la Constitution que l'on considère généralement comme étant impossibles en démocratie, puisque le propre de la démocratie, c'est que la Constitution est respectée, nous dit-on, alors que dans les régimes dictatoriaux, les constitutions ne seraient pas respectées. J'avais d'ailleurs écrit tout un livre sur ce sujet-là antérieur à Géopolitique de l'état d'exception, qui s'appelle La dictature, une antithèse de la démocratie, 20 idées reçues sur les régimes autoritaires. Donc en effet, quand on enseigne, comme ça a été mon cas, le droit constitutionnel, par exemple thaïlandais, ou le droit constitutionnel chinois devant des publics thaïlandais ou chinois, on est toujours confronté à la question, alors surtout d'ailleurs en Thaïlande, qui subit des coups d'État à répétition tous les 6 ou 7 ans, avec une mise en place de nouvel ordre constitutionnel à chaque fois. Les étudiants nous demandent, mais enfin, à quoi cela sert-il d'apprendre le droit constitutionnel et les règles du droit constitutionnel si, premièrement, ces règles sont sans cesse violées, puisque le coup d'État est interdit par la Constitution, et ensuite, ça change sans cesse, puisqu'il y a des abrogations de la Constitution de manière permanente. Et donc, ça m'a vraiment intéressée de revivre cette expérience-là avec mes étudiants et étudiantes françaises quand j'ai commencé à enseigner le droit constitutionnel de la Ve République, parce qu'en effet, de la même manière que dans bon nombre de régimes autoritaires ou soi-disant démocratique, la Constitution, l'ordre constitutionnel naît d'une violation, d'une sortie de la légalité, eh bien c'est le cas également dans notre Ve République, sauf que l'ensemble de la manière dont on enseigne le droit constitutionnel dans les universités, l'ensemble de la manière dont on parle du droit constitutionnel vise à effacer, à laver ce péché originel de la violation du droit. Donc en 58, c'est très très net, le passage de la 4e à la 5e se fait par violation de la Constitution
constitution de la 4e, puisque voilà, il y avait l'article 90 pour réviser la Constitution qui prévoyait une procédure assez longue que le général de Gaulle n'a pas voulu respecter. Ensuite, cette 5e République, elle est née dans un état d'urgence, qui est l'état d'urgence de la loi de 55, qui a été déclarée en 58, pour faire revenir au pouvoir le général de Gaulle, avec un certain nombre de manœuvres dont les circonstances ne sont pas encore toutes complètement élucidées, et puis un chantage aussi à la démission du président si l'Assemblée ne votait pas l'investiture du général de Gaulle, et ensuite il a demandé les pleins pouvoirs, exactement comme ce qui avait été fait pour faire advenir Vichy. Il y a même un chantage au coup d'État, en l'occurrence, avec le coup d'État en Algérie du 13 mai. On était revenu là-dessus dans une grande hache avec Gray Anderson pour son livre qui s'appelle « La guerre civile en France ». Et ce coup d'État ouvre un peu la guerre civile. Il faut quand même rappeler que quand De Gaulle finit par obtenir donc, de l'Assemblée de la 4e République ses pouvoirs en vue d'une nouvelle constitution, il y a des mitrailleuses qui sont disposées au rez-de-chaussée de l'Assemblée nationale, pointées vers les jardins, parce qu'on pense que l'armée d'Algérie peut venir à tout moment. Elle est déjà en Corse. Voilà, elle a déjà pris la Corse, et donc on est en fait dans une situation de coup d'État. Absolument, et d'ailleurs ce livre, j'encourage tous les auditeurs à le lire. C'est un livre qui a été traduit assez longuement après sa parution en anglais. C'est un petit peu comme les travaux de Olivier Paxton sur Vichy. En fait, nous, en France, on a énormément de retard sur les travaux anglo-saxons qui sont critiques à l'égard de la 5e République. Et ça, c'est quelque chose qui m'a mis la puce à l'oreille aussi, parce que c'est ce qu'on retrouve beaucoup dans les régimes autoritaires, où vous allez avoir beaucoup de choses publiées en anglais, mais qui ne sont pas publiées dans la langue vernaculaire, des travaux qui ne sont pas acceptés dans le pays en question. Donc ça permet vraiment de mettre en perspective. Oui, ils ne sont pas tellement mis en avant, parce que sur la 5e, juste, je signale qu'il y a le livre de Brigitte Gaïti, qui est vraiment un très beau livre, très douloureux aussi sur la manière dont la 5e République s'instaure, mais voilà, c'est pas un livre qui est spécialement mis en avant. Brigitte Gaïti n'est pas spécialement invitée à développer ses thèses, et c'est un livre qui n'a pas été si bien reçu que ça, parce qu'on a le sentiment, et je reviens à ce que tu disais, que finalement, bon là en l'occurrence c'est les politistes, mais aussi les constitutionnalistes, ont presque pour fonction de faire passer la pilule, quoi. Absolument, et ça je vais revenir, mais juste sur l'origine de la 5e République de Gray Anderson. Le sous-titre, c'est « Origine refoulée de la 5e République », donc il y a toute cette question du retour du refoulé. On pourrait d'ailleurs, ce serait vraiment très intéressant de faire une liste des livres qui n'ont pas été traduits ou qui ont été traduits très très tardivement et qui sont critiques à l'égard de la 5e République. Je pense à un livre en particulier de Alex Stone-Sweet sur le Conseil constitutionnel, sur la naissance du Conseil constitutionnel, qui n'a jamais été traduit en français, alors que c'est la référence dans le monde sur le Conseil constitutionnel français. Et donc, l'auteur en question m'avait expliqué que certains constitutionnalistes, dont je tairai le nom, avaient fait pression auprès des PUF. Peut-être que je ne dois pas citer Antin. En tout cas, a fait pression auprès de certaines éditions pour que ce livre ne soit pas traduit. Donc, on est en France aussi dans un régime dans lequel il y a une forme de censure, d'autocensure qui passe par différents biais, des travaux universitaires critiques. Voilà. Et donc, en effet, les constitutionnalistes ont inventé cette notion de coutume constitutionnelle qui permet d'intégrer les violations de la Constitution au droit constitutionnel, le faisant évoluer pour, dans une certaine mesure, minimiser l'existence a posteriori de ces violations. Là, il y a un cas paradigmatique dont tu parles là, et moi ça m'a rappelé, j'avais pas pleinement conscience de ça. Pour toi, le vrai acte de naissance de la 5e République, c'est un viol constitutionnel par celui qui a pourtant établi l'ordre constitutionnel en question, par De Gaulle, avec cette institution du suffrage universel pour l'élection du président de la République. Est-ce que tu peux revenir sur cet épisode ? Alors, Puisqu'au départ, donc, il n'y a pas d'élection du président de la République au suffrage universel. Pour nous, aujourd'hui, c'est la caractéristique principale de la 5e République, mais ça ne serait pas passé en 58. En 58, ça ne serait pas du tout passé. Donc, De Gaulle avait promis qu'il instaurait un régime parlementaire. Un régime parlementaire, la caractéristique première, c'est donc la responsabilité du gouvernement devant l'Assemblée et l'absence de responsabilité du gouvernement devant un président qui doit dépendre de l'Assemblée, c'est-à-dire qui est élu par l'Assemblée. Donc là, le général de Gaulle avait prévu un système un peu hybride, puisque l'élection du président de la République se faisait par un collège de grands électeurs d'environ 80 000 grands électeurs. Donc c'est déjà un collège beaucoup plus large que ce qu'on a dans un régime parlementaire classique où c'est généralement les parlementaires uniquement qui votent. Mais il avait donc
il n'avait pas annoncé la couleur sur sa volonté de faire élire le président au suffrage universel direct. Et par ailleurs, cette question de la responsabilité du gouvernement devant le président, qui est la caractéristique de la monarchie, eh bien, il avait également promis aux parlementaires qu'il ne le mettrait pas en place. Pourtant, c'est ce qui a été mis en place de manière détournée avec l'article 8. Le président nomme le Premier ministre et donc ça a été interprété par De Gaulle et ses successeurs comme voulant dire et il les révoque aussi, c'est-à-dire ça instaure une responsabilité du gouvernement devant le président, contrairement à ce qu'il avait défendu et ce que Michel Debré avait également défendu devant l'Assemblée, quand justement les parlementaires lui disaient « Mais attendez, est-ce que vous n'allez pas nous mettre une sorte de responsabilité du gouvernement devant le président qui nous rappellerait la monarchie ?» Et donc, il s'était défendu de ça. Donc, en 1962, Michel Debré, qui est l'autre artisan de la Ve République, qui lui voulait un régime parlementaire, démissionne parce que le premier ministre, premier ministre, celui qui a géré la guerre d'Algérie, en fait. Absolument. À la fin de la guerre d'Algérie. Et donc Michel Debré démissionne parce qu'il s'oppose justement à la direction qu'est en train de prendre ce. Alors il démissionne ou il est révoqué, c'est toujours assez ambigu. Il est démissionné par le président qui le remercie. Parce que justement le président de la République va mettre en place cette élection du président au suffrage universel direct qui fait basculer notre régime hors du système parlementaire classique en créant un système hybride qui est celui qui avait été mis en place sous Weimar, on va y revenir, mais donc un régime assez nouveau. Et pour ce faire, il décide de violer la Constitution sciemment, c'est-à-dire qu'il passe par l'article 11 de la Constitution, le référendum direct au peuple sans s'encombrer du Parlement, plutôt que ce qui est prévu par la Constitution, c'est-à-dire une adoption de la révision constitutionnelle dans les deux chambres à la majorité des 3/5, ou alors une adoption dans les deux chambres puis un référendum au peuple français. Parce que passer par l'article 11, qui normalement est réservé à des dispositions législatives et non pas constitutionnelles, c'est-à-dire moins importantes, ça lui permettait d'éviter le blocage qu'il y aurait eu à coup sûr s'il avait utilisé la voie légale, que tu désignais à l'instant, c'est-à-dire l'article 69, c'est ça ? 89, pardon. Lequel l'obligeait en fait à avoir l'accord de l'ensemble du Parlement, des deux chambres, qu'il n'aurait jamais eu, évidemment. Absolument. Et donc, il a passé outre la volonté des parlementaires, il a violé la Constitution. Léon Noël, qui était président du Conseil constitutionnel à l'époque, lui en a fait la remarque. Léon Noël, qui était un proche du général de Gaulle, puisque le président du Conseil constitutionnel est nommé par le président de la République, mais quand même, il s'était quand même un petit peu offusqué de cette violation aussi manifeste de la Constitution. Et le général de Gaulle avait dit plusieurs choses. Il avait dit déjà, ne me dites pas comment interpréter la Constitution, c'est moi qui l'ai écrite, la Constitution, c'est moi. Et puis, il a aussi dit un propos que je rapporte dans le livre, que j'ai trouvé dans des mémoires. Il a aussi dit, enfin, vous ne pouvez pas me dire que je viole la Constitution, c'est comme si vous me disiez que je violais ma femme. Voilà, et donc à l'époque, c'était impossible. Et c'est seulement récemment que, je crois, l'obligation que le du viol devoir conjugal a été abolie par la Cour européenne des droits de l'homme, je crois. Alors là, on a une loi qui vient d'abroger le devoir conjugal. Avant ça, on avait une loi qui abrogeait qui criminalisait le viol conjugal. Donc ça a été plusieurs étapes. Mais là, nous sommes en 1962, évidemment, il y a et le devoir conjugal et l'absence de possibilité du viol conjugal. Donc, et ça renvoie à l'idée qui se fait de sa fonction de monarque républicain. Alors on sait par ailleurs que De Gaulle était monarchiste au départ. Il vient d'une culture maurassienne assumée et monarchiste. On a des lettres de lui pendant la guerre de 14 dans lesquelles il dit vivement que la République tombe. Enfin voilà. Et il l'a dit après aussi. S'il n'a pas rétabli la lignée, c'est parce que les Français n'en voulaient pas, disait-il. Mais enfin, la logique monarchique, avec lui en monarque républicain, était très clairement dans son esprit. Et donc, ensuite, les constitutionnalistes... Alors, ce qui s'est passé donc, en 1962, c'est qu'ensuite, il y a eu une motion de censure, mais contre le Premier ministre, puisque le Premier ministre est le seul qui peut être atteint, puisque les parlementaires ne peuvent pas renverser le président de la République. C'est la Constitution qui organise cette immunité, cette irresponsabilité du président de la République. Donc, il y a eu une motion de censure. Donc, Gaston Monnerville avait parlé de forfaiture. C'est le président du Sénat qui a saisi... C'est un mot très, très fort. Voilà. Et d'ailleurs, la motion de censure, j'encourage tout le monde à aller la lire sur Internet, ça se trouve très très facilement. Et cette motion de censure qui dit, là, vous êtes en train de faire quelque chose qui va permettre demain à
le retour de la dictature, parce que ça va créer la possibilité pour un président de réviser la Constitution par référendum. C'est ce qu'avaient fait Napoléon Bonaparte et Louis-Napoléon Bonaparte. Ça, on va y revenir dans un instant. Et c'est aussi, c'est aussi ce qui s'est passé sous Weimar. Bon, donc je vais y revenir. Je vais y revenir aussi. Mais toujours est-il que donc les parlementaires ont renversé le Premier ministre qui était Pompidou. C'est leur dernier recours, ils font tout ce qu'ils peuvent pour empêcher ça. Pour Absolument. empêcher ce référendum illégal puisqu'il porte sur une question constitutionnelle et il ne devrait pas pouvoir porter sur une question constitutionnelle. Et que fait le général de Gaulle ? Leur accord. Voilà, que fait le général de Gaulle ? Il dissout l'Assemblée, renomme le même Premier ministre, organise son référendum et le Conseil constitutionnel qui avait été saisi décline sa compétence puisque le référendum a donné raison au général de Gaulle. Et donc nous avons là un moment dans lequel donc une violation de la Constitution reste sans sanction et ce que va faire le général de Gaulle, c'est qu'il va réitérer son acte de violation de la Constitution en 1969, lorsqu'il va essayer de faire dans une certaine mesure abroger le Sénat, enfin supprimer le Sénat, en tout cas réviser très fortement les modalités d'organisation du Sénat. Et ce référendum-là ne passera pas. Là, il échoue et il démissionne. Mais qu'a fait la doctrine constitutionnelle ? Alors, quand on dit la doctrine constitutionnelle, c'est une figure de style qui renvoie à l'opinion majoritaire des constitutionnalistes. Donc la doctrine parle, la doctrine énonce, et la doctrine a énoncé que... alors au départ, il y avait beaucoup de constitutionnalistes qui étaient contre, qui se sont élevés contre cette violation de la Constitution, et puis peu à peu, au fil des années, il y a une autre interprétation qui s'est imposée dans la doctrine, qui est que finalement, ça a formé une sorte de coutume constitutionnelle, c'est-à-dire une interprétation constitutionnelle, donc contre la Constitution de la Constitution, qui vient enrichir la Constitution et qui devient constitutionnelle. Et c'est pour ça que je file la métaphore du sexiste du viol, c'est en parlant de mariage réparateur. Voilà. Parce que c'est une tradition aussi. En Occident, on enlève les femmes, dans l'aristocratie, au Moyen-Âge notamment, il y a viol et c'est réparé par le mariage. En fait, le mariage devient obligatoire, mais s'il y a mariage, voilà. C'est a posteriori, ça lave le viol, puisqu'il n'y a pas de viol conjugal. C'est vraiment formidable. Et donc, c'est un petit peu ce qu'ont fait les constitutionnalistes à l'égard de cette violation de la Constitution, laver ce viol originel par une forme de mariage constitutionnel. Donc finalement, la doctrine qui est, si je me souviens bien de mes cours de droit en droit romain, l'une des sources du droit, c'est-à-dire que si elle est unanime, elle crée la normativité, en tout cas dans la logique romaine. Elle sert là, en l'occurrence, ce que tu montres, à faire passer à chaque fois, à rétablir finalement la crédibilité de l'armature constitutionnelle et finalement à maintenir l'ordre au fond. Alors formellement, ce n'est pas une source du droit, mais c'est vrai que ça a autorité, ça a une forme de pouvoir d'énonciation et ça a surtout une très grande performativité parce que lorsque les constitutionnalistes interprètent la Constitution, lorsque les juristes interprètent la Constitution, dans une certaine mesure, ils imposent un type d'interprétation. Mais in fine, ceux qui ont le pouvoir d'interpréter la Constitution, donc les interprètes authentiques d'Irek Kelsen, sont le président de la République et le Conseil constitutionnel. C'est écrit dans la Constitution, c'est l'article 5, et puis les articles sur le Conseil constitutionnel, les articles 54 à 61. Et alors tu montres que dans la pratique, en réalité, jamais le Conseil constitutionnel n'a vraiment fait obstacle ou n'a vraiment remis en cause une évolution, des dispositions prises par le président. Alors, le Conseil constitutionnel n'a pas été pensé pour s'opposer au président de la République. C'est une constitution qui a été rédigée par le général de Gaulle. Pour lui, le Conseil constitutionnel est un outil du parlementarisme rationalisé, c'est-à-dire c'est un outil au service de l'exécutif pour s'assurer que le Parlement ne légifère pas trop et n'empiète pas sur les prérogatives du gouvernement. C'est ça la fonction première du Conseil constitutionnel pour le général de Gaulle. Alors c'est vrai que ça passe par toute une série de mécanismes, notamment le fait de censurer les amendements, le fait le premier acte du Conseil constitutionnel, c'est d'invalider le règlement de l'Assemblée nationale. C'est-à-dire c'est vraiment la police de l'Assemblée nationale pour s'assurer que l'Assemblée nationale reste dans un rôle extrêmement minimal et ne s'émancipe pas de la tutelle de l'exécutif. Voilà, c'est ça le rôle du Conseil constitutionnel. Au départ, c'est pour ça qu'il a été qualifié de chien de garde de l'exécutif ou de canon braqué sur le Parlement. Voilà, c'est les expressions consacrées. Alors c'est vrai qu'après la mort du général de Gaulle, le Conseil constitutionnel va s'émanciper.
et notamment avec une célèbre décision en 1971 qui s'appelle la décision liberté d'association, où là, le Conseil constitutionnel va inclure dans notre Constitution les droits et libertés de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, du préambule de 46, où là, on a les droits sociaux, etc. Mais cette émancipation, elle reste tout de même limitée par le fait que le Conseil constitutionnel ne peut être saisi que par les autorités politiques. Et alors ensuite, Valéry Giscard d'Estaing va ouvrir la saisine à 60 députés et 60 sénateurs. Donc là, l'opposition va pouvoir utiliser le Conseil constitutionnel. Donc il va devenir aussi un outil un peu du Parlement, en tout cas de l'opposition parlementaire. Alors, il faut savoir que justement dans le livre que j'ai mentionné, qui n'a jamais été traduit en France par pression, parce qu'il risquait, selon les constitutionnalistes français, de remettre en cause la légitimité et le fétiche du Conseil constitutionnel, il était très clairement indiqué que les raisons qui ont poussé à ouvrir la saisine du Conseil constitutionnel en 1974, ce n'est pas par souci de donner des pouvoirs à l'opposition, c'est parce que la droite imaginait demain la gauche au pouvoir et donc voulait s'assurer qu'on bloquerait des nationalisations ou les politiques de gauche. Donc c'est la raison pour laquelle ça a été fait, et d'ailleurs le Conseil constitutionnel a en effet pu censurer certaines dispositions ensuite de gauche en matière de politique économique. Donc voilà, et ensuite la troisième grande évolution, c'est en 2008 où les citoyens peuvent saisir directement le Conseil constitutionnel. La QPC, la question prioritaire de constitutionnalité, c'est ça ? La question prioritaire de constitutionnalité. Mais qui semble quand même aller dans le sens de la façon dont le Conseil constitutionnel s'est promu lui-même, a pris cette image, a cultivé cette image, tout à fait inverse à sa fonction initiale, de gardien général des libertés. Il y a Laureline Fontaine qui a écrit un livre là-dessus, même si il n'est pas paru au PUF, il est paru auprès d'un éditeur indépendant, un petit éditeur indépendant, Amsterdam. On avait reçu Laureline Fontaine pour ce livre. Elle montrait que cette image du Conseil constitutionnel gardien de nos libertés, au fond, auquel je pensais en posant la question dès le départ de cette émission, est-ce que la Constitution nous protège ? Cette idée a été cultivée grâce, c'est surtout dans les années 80 en fait, que le Conseil constitutionnel commence à se poser comme ça. Voilà, c'est la période d'âge d'or des libertés en France qui finalement est une parenthèse assez courte, qui est la période sous la présidence de Robert Badinter, où là on a en effet toute une série de décisions qui peuvent être plutôt favorables aux libertés, mais finalement cette parenthèse s'est refermée assez vite, et dès la fin des années 90, c'en était terminé de cette parenthèse, et depuis, le Conseil constitutionnel a principalement était l'auxiliaire à nouveau du pouvoir exécutif, et on a rendu de nombreuses décisions qui n'ont pas été à la hauteur de sa mission, en tout cas de la mission qu'il s'était donné d'être le gardien des libertés. On peut prendre l'exemple de l'état d'urgence, peut-être que j'y reviendrai. Mais avant ça, je voulais juste continuer sur le sujet des violations de la Constitution. Il n'y a pas eu de violation de la Constitution qu'en 58 et qu'en 62. Des violations de la Constitution émaillent l'histoire de la Ve République. Et de plus en plus, et de manière extrêmement dramatique, depuis le deuxième quinquennat d'Emmanuel Macron, même d'ailleurs depuis le premier. Alors je voudrais peut-être ici faire une liste succincte des violations de la Constitution. Donc la première, la plus énorme, la plus connue de tous ici, c'est évidemment l'article 12, la dissolution du 9 juin 2024, qui a été réalisée sans procéder aux consultations requises par la Constitution. Ça a été très peu souligné, cette dimension-là. Et voilà, parce que nous sommes encore et toujours dans cette idée du mariage réparateur, dans cette idée qu'il ne faut pas, dénoncer les violations de la Constitution, parce que cela reviendrait à grever la normativité de notre Constitution, et cela pourrait prêter le flanc à une dérive autoritaire. Donc ça, c'est une idée, une sorte de stratégie plus ou moins consciente des constitutionnalistes et des commentateurs de la vie constitutionnelle en France. Il faut taire la vérité pour éviter le scandale et le désordre, quoi, en gros. Voilà, et pour éviter que dans ces brèches ne s'engouffrent aussi des pouvoirs plus autoritaires. Donc ça, c'est vrai qu'il y a une vraie question à se poser à ce sujet.
C'est-à-dire, par exemple, si on critique énormément le Conseil constitutionnel, est-ce qu'on prête le flanc à des critiques qui viendraient d'autres bords et qui auraient pour objectif de complètement supprimer le Conseil constitutionnel et en finir avec l'état de droit? Parce qu'on voit cette petite musique arriver aussi. Oui. Bruno Chez Retailleau. Retailleau, c'est un programme affiché, Voilà. Ce qui est une bonne définition de l'extrême droite, au fond. Au fond, donc c'est la raison pour laquelle, en effet, dans la critique, dans la dénonciation de la violation de la Constitution, il y a une volonté de minimiser, justement, mais je pense que c'est une mauvaise stratégie. Je pense qu'au contraire, il faut dire que ces violations ont eu lieu, il faut les dénoncer. Donc ça, c'est une première violation qui est très importante. On a aussi la violation de l'article 23, des incompatibilités entre les fonctions de ministre et membre de l'Assemblée nationale. C'est comme ça que Yaël Braun-Pivet a été élue présidente de l'Assemblée nationale, avec des ministres démissionnaires qui votent pour la présidence. On a des violations de l'article 8 aussi, c'est-à-dire sur la nomination du Premier ministre et la révocation du Premier ministre qui n'existe pas. Donc il n'y a pas de révocation du Premier ministre dans l'article 8 de la Constitution. Le président n'est pas censé pouvoir révoquer ou pouvoir refuser la démission d'un Premier ministre qui lui propose sa démission. Or, il l'a fait pour Gabriel Attal et on a eu un gouvernement démissionnaire pendant toute la durée de l'été, gouvernement démissionnaire qui, comme je l'ai dit, a voté au Parlement. Donc ça, c'est une autre violation de la Constitution. Pendant le Covid, il y en a eu beaucoup aussi. Donc pendant le Covid, par exemple, il y a eu une loi organique qui a été adoptée en violation manifeste de la Constitution en termes de délai. Le Conseil constitutionnel a dit que c'était parce qu'il y avait des circonstances particulières de l'espèce, etc. Et cette loi organique, c'était laquelle ? C'était une loi organique sur les QPC, justement. Ah oui, les questions prioritaires de constitutionnalité. Voilà, donc qui a été suspendue. Et donc, il y a l'article 46 qui met en place un certain nombre de délais pour les lois organiques, qui sont des sortes de super-lois. Donc, il y a une procédure particulière pour ces lois-là. Et cette loi organique a été adoptée en 24 heures. Donc c'est extrêmement rapide, contrairement au délai mis en place par la Constitution. Et le Conseil constitutionnel a été saisi et a dit que... D'ailleurs, c'est assez intéressant parce qu'il dit, en raison des circonstances particulière de l'espèce, et qui est une jurisprudence qui n'existe pas, en fait, qui est une sorte de mélange entre une jurisprudence du Conseil d'État sur les circonstances, la théorie des circonstances exceptionnelles, et puis autre chose, voilà. Et donc aussi, on a vu à ce moment-là un certain amateurisme aussi de la part du Conseil constitutionnel. Mais ça nous renvoie au rapport d'Emmanuel Macron avec la Constitution, qui lui va comme un gant. Tu compares d'ailleurs son comportement à celui de Louis XV, je crois, lors de la journée de la flagellation, me semble-t-il, la séance de la flagellation, ce lit de justice des années 1760, au cours duquel le roi remet à sa place le Parlement de Paris, qui le défie en lui disant le roi c'est moi. Le président c'est Emmanuel Macron, comme il l'a rappelé d'ailleurs, je crois, en une occasion intéressante. Oui. C'est ce qu'avait fait De Gaulle lorsque, une fois que son gouvernement est renversé par une motion de censure, il renomme le même Premier ministre. Ça, c'est un lit de justice très clair. C'est-à-dire, non, écoutez, c'est moi qui ai le pouvoir, donc n'essayez même pas d'utiliser les moyens que vous avez à disposition. Ils sont cosmétiques. Et Emmanuel Macron a fait exactement la même chose. Après la dissolution de 2024, il a renommé qui il souhaitait, sans tenir le moindre compte de ce qui se passait à l'Assemblée et de ce qui avait été exprimé par les électeurs dans les urnes. Donc c'est très clairement un moyen d'affirmer sa puissance. On pourrait parler aussi de l'article 16. Alors c'est très intéressant parce que l'article 16, c'est la dictature légale qui est mise en place par notre Constitution. Donc il y a eu une violation de la Constitution dans une certaine mesure. On peut dire, lorsque l'article 16 a été utilisé par le général de Gaulle lorsqu'il y a eu le putsch d'Alger en 61, c'était en avril 61, le 23 avril. Le 25 avril, le putsch était défait, et pourtant l'article 16 est resté en place sur le territoire métropolitain jusque fin septembre 61. Ça a été utilisé pour proroger de manière indéfinie l'état d'urgence pendant plus de 2 ans. Et d'ailleurs, c'est sous état d'urgence que nous avons eu notre vraie naissance de la Ve République en 62. Ce qui d'ailleurs me rappelle toujours aussi les naissances de régimes autoritaires qui se font toujours sous état d'urgence par référendum, et le référendum n'est pas libre et équitable dans ces cas-là. Bref, toujours est-il que le président Emmanuel Macron aussi passe son temps à agiter le spectre de l'article 16 qui fonctionne comme une forme de dissuasion nucléaire, même s'il n'est pas utilisé. Le fait que ça existe
Et là, on pourra peut-être rappeler venir en quoi à la ça consiste. question de la guerre. Ouais. En quoi ça consiste C'est les pleins pouvoirs donnés au président de la République. Donc le président de la République décide que, parce que certaines conditions sont réunies, des conditions extrêmement vagues de type la continuité des institutions ou le fonctionnement régulier des institutions ou la capacité à maintenir nos engagements internationaux sont menacés, alors il peut se donner les pleins pouvoirs et il pourra légiférer par ordonnance. Légiférer par ordonnance dans toutes les matières. Alors la question se pose, est-ce que la matière constitutionnelle est également fait également partie de cela. On a une jurisprudence du Conseil qui semble nous dire que non, mais on a aussi d'autres jurisprudences qui semblent indiquer le contraire. Enfin, tout cela n'est pas très clair, donc on ne sait pas trop s'il pourrait réviser la Constitution sous article 16. Probablement que non, mais il n'y a pas, encore une fois, pas de moyen de sanction parce qu'il n'y a pas de garde-fou lors de la mise en place de ces pleins pouvoirs qui n'ont pas de durée définie. Donc ça peut être indéfini. Illimité, oui. Voilà, illimité. Contrairement à la dictature romaine, par exemple, voilà, qui était toujours limitée. Qui était toujours limitée. Donc, ce qui est le principe de la dictature, normalement, d'une dictature de type romaine qui vise à sauvegarder la République, c'est que premièrement, l'autorité qui décide, qui décrète l'état d'urgence et l'autorité qui s'octroie, qui se voit investie des pleins pouvoirs n'est pas la même. Déjà, il faut une division entre ces autorités. Et puis, il faut aussi qu'il y ait une durée délimitée, définie par l'autorité qui décrète l'état d'urgence au départ. Ce qui n'est pas le cas. Nous, on a juste le Conseil constitutionnel qui peut s'auto-saisir au bout de 30 jours, au bout de 60 jours. Donc, il peut être saisi au bout de 30 jours. C'est très, très long, 30 jours. Et il peut être ensuite auto-saisi au bout de 60 jours, mais c'est un avis qu'il rend. Et ensuite, l'Assemblée... Ça reste consultatif. Ça reste consultatif. Et l'Assemblée, quant à elle, elle ne peut pas être dissoute. Donc ça, c'est le seul garde-fou. Mais en même temps, elle n'a pas de moyen d'action contre le président de la République. Donc ça reste très, 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 très limité comme garde-fou. Un autre point assez effrayant à cet égard, c'est la question à laquelle tu faisais allusion à l'instant des pouvoirs militaires, et en particulier du pouvoir nucléaire. Voilà, donc il y a vraiment deux grandes failles. En fait, il y a trois grandes failles dans notre Constitution. La première, c'est qu'elle ne nous protège pas du coup d'État. La deuxième, c'est qu'elle ne nous protège pas de la guerre et que surtout, elle les facilite en fait. Et troisièmement, elle ne nous protège pas de l'installation dans la durée d'une dictature. Donc, premièrement, la guerre. La guerre, on le voit, c'est une prérogative présidentielle, c'est-à-dire que le président de la République, il l'a encore réaffirmé récemment, il est tout seul avec son bouton nucléaire. Ça, c'est dans le Code de la Défense, c'est pas dans la Constitution, mais ensuite, il est le chef des armées, article 15. Alors, il y a une concurrence avec le Premier ministre, parce que le Premier ministre aussi a quand même des pouvoirs militaires, même s'ils sont en réalité, on a le sentiment qu'ils ne sont pas aussi importants. Voilà, articles 20 et 21, c'est le gouvernement qui détermine la politique de la nation et qui dispose des forces armées et de l'administration. Sauf que, étant donné la lecture présidentialiste de notre Constitution, c'est finalement le président de la République qui s'impose. Alors, on avait entendu Marine Le Pen dire, quand elle préparait une cohabitation juste avant l'élection de 2024, dire que c'était le Premier ministre qui avait les pouvoirs de guerre, en faisant justement référence aux articles 20 et 21. Sauf qu'à l'image de ce qui se passe avec l'article 16, vu que le président a le pouvoir nucléaire, c'est lui qui a le feu nucléaire, oui. Et c'est ce qu'il a redit encore et qu'il n'arrête pas de répéter à longueur de journée, voilà. Ouais. Eh bien, il pourra imposer ses vues. Et d'ailleurs, on voit que c'est aussi la lecture qu'en font les militaires, puisque les militaires avaient dit à l'époque qu'ils prenaient leurs ordres du président de la République. D'ailleurs, on voit de plus en plus que le président de la République se nomme comme chef d'état-major des armées des anciens chefs d'état-major personnels de l'Élysée. Donc il y a aussi cette personnalisation autour du président de la République, cette concentration autour du président de la République, autour du Conseil de défense aussi, qui est vraiment centré sur la figure présidentielle, beaucoup plus que le Conseil des ministres, même s'il est présidé par le président de la République. Mais... Donc on a très très nettement un président de la République qui peut, selon sa volonté et ses caprices, là je reprends la formule de Montesquieu pour désigner le despotisme, peut envoyer, je cite, des mecs à Odessa. Ça, c'est une petite phrase. Comme l'a dit Macron. Voilà. Oui. Il va falloir que j'envoie des mecs à Odessa. Oui. Donc là, les décisions qui ont été prises par Emmanuel Macron nous engagent dans une guerre avec l'Iran. Et c'est vraiment
un sursaut que nous devrions avoir. Moi, je voudrais proposer, là, je suis en train de travailler sur cette question, qu'on ait un référendum sur la guerre. Est-ce que le peuple français est prêt à s'engager en guerre? Les parlementaires aujourd'hui n'ont pas les moyens de s'opposer à la guerre. Quels sont les moyens qu'ont les parlementaires aujourd'hui? Ils n'ont que l'article 35. Donc l'article 35, c'est pour la déclaration de guerre, sauf que ça n'a jamais été utilisé depuis la Ve République. Donc la déclaration de guerre doit être autorisée par le Parlement. Sauf qu'à chaque fois, le président de la République Emmanuel Macron, tout comme Vladimir Poutine, tout comme Donald Trump, donc nous avons tous ces mêmes dispositions dans nos constitutions, vont dire mais non, ce n'est pas une déclaration de guerre, c'est une opération militaire, c'est une opération extérieure, ce sont des frappes, ce sont des actions défensives, ce sont ceci, cela. Donc on met de côté complètement le consentement parlementaire. Par ailleurs, le seul pouvoir qu'a le Parlement, c'est sur les opérations extérieures, c'est un droit à l'information. Donc un droit à l'information qui intervient 3 jours après le lancement des opérations, mais on voit que ce droit à l'information est complètement traité avec une nonchalance par l'exécutif, qui donne très très peu d'informations aux parlementaires. Et ensuite, il a, au bout de 4 mois, c'est quand même très très long, 4 mois quand on parle de guerre potentiellement nucléaire, au bout de 4 mois, il a, par une loi, il peut voter donc l'autorisation de prolonger la guerre, sachant qu'il ne peut pas, par cette loi, donner une limite. Donc en fait, il va prolonger la guerre, il va voter l'autorisation de la prolongation de la guerre, mais qui ensuite peut se prolonger de manière indéfinie. Si on prend le Mali, il y a eu en effet un vote du Parlement et ensuite. C'était sous François Hollande, si je ne me trompe pas. Sous François Hollande, oui. Ça s'est prolongé ensuite pendant de nombreuses années. Et donc, le Parlement est vraiment démuni face à la guerre, alors que ça devrait être le premier pouvoir du Parlement. Si on pense que l'État, et ça revient un petit peu à la question du livre, si la Constitution, c'est un contrat social, la première question, c'est est-ce que nous consentons à nous faire tuer pour l'État? Et donc l'État, c'est ça, c'est un racket de protection. Je pense que j'en parle aussi peut-être dans le livre, c'est un racket de protection. Et pour qu'il fonctionne, il faut au moins qu'il y ait une forme minimale de consentement à ce racket de protection. Donc, il y avait une proposition que je trouvais très intéressante qui avait été formulée aux États-Unis dans les années 20, qui donc proposait d'inscrire dans la Constitution des États-Unis un référendum sur l'entrée en guerre, sauf légitime défense, évidemment, lorsqu'il y a une invasion, etc. Mais en tout cas, lorsqu'il s'agit de frappe à l'extérieur, qui est un référendum pour demander au peuple son consentement à s'engager dans des opérations extérieures. Et à l'époque, le sondage Gallup, c'était en 1938, avait montré que une très grande majorité des Américains étaient pour ce référendum. On peut penser aussi à Jean Jaurès, qui n'a jamais formulé cette idée-là textuellement, mais qui vraiment avait beaucoup insisté sur la nécessité du consentement à la guerre. Donc aujourd'hui, nous avons des parlementaires qui votent les lois de programmation militaire et ça s'arrête là. Sachant que Jaurès n'était pas simplement pacifiste comme on aime à le dépeindre, c'était quelqu'un qui était pour la défense nationale, pour l'armée nationale, donc pour des guerres qui soient, si elles étaient absolument nécessaires, faites dans l'intérêt de la nation, c'est-à-dire de la population. Et donc là, on s'expose demain à des attentats terroristes, on s'expose demain à potentiellement une confrontation nucléaire par justement cette possibilité qui est laissée à un homme seul, pour des raisons électoralistes en plus. C'est ça qui est incroyable, pour des raisons électoralistes, de faire basculer le destin de la planète, en fait. Ça, je pense qu'il faut prendre la mesure de la dérive que permet la Ve République. Mais à l'image de ce qui se passe aux États-Unis, à l'image de ce qui se passe en Russie. Et alors d'ailleurs, après toutes ces déceptions qu'on a en te lisant, si on avait encore des illusions sur cette magnifique Ve République qui nous protège, on prend encore un coup en découvrant en te lisant, si on ne le savait pas, que la constitution de l'actuelle Russie, donc au sommet de l'État, c'est Vladimir Poutine, si détesté, figure de l'autoritarisme naturellement. En fait, cette constitution de 1993 en Russie est très proche et inspirée par la constitution de la Ve République française. Absolument. C'est le miroir de la Ve République véritablement dans le monde occidental
actuel, contemporain, c'est la constitution qui ressemble le plus à la nôtre. Donc, il faut arrêter de se comparer sans cesse à l'Allemagne, à l'Espagne, au Royaume-Uni. C'est à la Russie qu'il faut se comparer si vraiment on veut des clés pour comprendre le régime de la Ve République. Que s'est-il passé? Pourquoi est-ce que Boris Eltsine voulait une constitution de type Ve République? C'est parce que au sortir de l'éclatement de l'URSS, il fallait une nouvelle constitution pour la Russie, et donc il fallait une constitution qui permette de mettre en place des réformes extrêmement brutales, extrêmement impopulaires, de libéralisation de paupérisation, etc. Et il fallait pouvoir faire ça sans donc que l'Assemblée ne puisse bloquer, ni le peuple ne puisse bloquer. Et donc, la Constitution de la Ve République a été particulièrement efficace à cet égard, puisqu'avec son parlementarisme rationalisé, elle permettait de mettre en place, de donner à l'exécutif toutes les clés pour gouverner contre l'Assemblée, et ce, sans avoir l'air trop dictatorial. C'est ça qui est beaucoup apprécié dans la Constitution de la Ve République, c'est qu'elle est semi-autoritaire, mais c'est la patrie des droits de l'homme, et donc elle jouit de cette aura-là. Et donc c'est la raison pour laquelle en Afrique francophone et dans les pays ex-communistes, on s'est beaucoup inspiré de la Ve République, justement pour donner des pouvoirs à l'exécutif qui soient très forts, mais tout en donnant une image un peu démocratique type Ve République. Donc Boris Eltsine demande à l'un de ses conseillers juridiques, qui s'appelle Sergueï Chakrai, il lui demande de traduire cette constitution française en russe, et puis d'essayer de codifier aussi la pratique du général de Gaulle dans la constitution russe. Et donc un texte est proposé par Boris Eltsine. Le Soviet suprême, pendant ce temps-là, lui rédige un autre texte qui est beaucoup plus parlementaire. Et donc ces deux textes s'opposent. Et là, Boris Eltsine décide de dissoudre le Soviet suprême. On retrouve une confrontation comme dans l'histoire française, au fond. Absolument. Et le Soviet suprême s'y oppose, donc essaie de impeacher le président en disant qu'il n'a pas le pouvoir de dissolution. Ce pouvoir de dissolution, d'ailleurs, c'est ce sur quoi achoppait en fait c'était ce qui cristallisait le conflit. Les parlementaires du Soviet ne voulaient pas de pouvoir de dissolution. Le pouvoir de dissolution, c'est l'attribut monarchique par excellence. C'est ce contre quoi on s'est toujours battu dans toutes les révolutions, contre le pouvoir de dissolution du monarque. Dès le serment du jeu de paume. Exactement. Le serment du jeu de paume, c'est les membres des États généraux auxquels le roi ordonne de se retirer, et qui répondent en disant nous sommes ici par la volonté du peuple, nous ne sortirons que par la force des baïonnettes, et donc c'est nous les dépositaires de la souveraineté. Absolument. C'est comme ça que la Révolution française commence. Absolument. Et en 1791, c'est le premier point dans la Constitution, c'est de ne pas avoir cette dissolution du monarque. On est en monarchie, mais sans dissolution en 1791, dans la première Constitution. Et ensuite, ce sera la grande bataille, et c'est ce qui va faire tomber d'ailleurs les gouvernements sous la monarchie de Juillet. Et puis ensuite, ce qui donnera lieu à l'ancrage dans la Troisième République en 1877. Donc c'est vraiment le pouvoir de dissolution, c'est vraiment quelque chose qui est décisif, qui permet de reconnaître en fait la nature du régime. C'est le critère. Ouais. Voilà. Et donc quand Boris Eltsine dissout le Soviet suprême dit mais vous n'avez pas le pouvoir de dissolution, ça c'est dans votre constitution qui n'a été adoptée par personne. La Cour constitutionnelle donne raison au Soviet suprême. Boris Eltsine envoie les chars contre le Soviet suprême, il fait couper l'eau, il fait couper l'électricité, et finalement au prix de nombreux morts et de la possibilité d'une guerre civile, Boris Eltsine fait adopter par référendum, mais bon, un référendum un peu sous chantage, il fait adopter sa constitution semi-autoritaire, et le monde occidental applaudit, évidemment. Et de façon rétrospective, donc selon la manière de faire, typiquement bonapartiste ou gaulienne, quoi. Absolument. On agit, ensuite on fait ratifier. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que maintenant, si on compare la constitution actuelle de la Russie à la constitution actuelle de la France, bon, malgré les révisions constitutionnelles nombreuses qui ont eu lieu dans les deux pays, à la fois en France et en Russie, on reste dans des constitutions extrêmement proches, avec donc un régime dit semi-présidentiel. Ça, c'est l'expression de Maurice Duverger. Qui a été rejeté par la doctrine parce qu'elle est trop... Parce que justement, ça redessine les contours de la comparaison, et ça nous éloigne de l'Allemagne, de l'Espagne, qui sont des régimes parlementaires, pour nous rapprocher de la Russie. Donc c'était un peu problématique. Voilà, donc moi je fais partie de celles et ceux qui, au contraire, disent qu'il faut absolument, même si je suis d'accord que c'est mal nommé, je trouve que ça ne devrait pas s'appeler semi-présidentiel, parce que ça devrait plutôt s'appeler hyper-présidentiel, parlementaire hyper présidentielle, eh bien ça permet de nous mettre, de faire de la meilleure comparaison, voilà, de moins se voiler la face, ça construit moins l'ignorance du système dans lequel nous vivons.
Donc la manière dont évolue la Russie aujourd'hui est la manière dont évolue la France aussi. Donc la Russie, c'est le miroir du futur de la France et c'est assez inquiétant dans la mesure où on voit comment la perspective guerrière est en fait au cœur de la logique des institutions du régime de type semi-présidentiel, surtout lorsque le président s'accroche au pouvoir, comme c'est le cas des deux côtés. Voilà. Pour le futur, 2 scénarios. Le scénario inquiétant de la capture autoritaire. Donc là, on peut regarder ce qui s'est passé en Hongrie, qui pourrait être le modèle de ce qui pourrait se passer demain après l'élection présidentielle de 2027. Notre constitution est extrêmement faillible, je l'ai dit, à la fois à la guerre, au coup d'État, plus larvé par la capture des institutions judiciaires, du Conseil constitutionnel, du Conseil d'État, par la capture aussi de la magistrature, par la capture qui existe déjà du parquet, en fait, qui n'est pas indépendant en France, par la capture des autorités de régulation, notamment des autorités de régulation des médias, etc. Donc, et puis aussi par la haute fonction publique qui peut être remplacée très rapidement parce que Emmanuel Macron a déjà mis en place donc, cette loi de transformation de la fonction publique qui permet de recruter par contrat, même à des postes de direction, donc les hauts fonctionnaires. Et puis ensuite, l'ensemble du statut des fonctionnaires, c'est un statut qui n'est que législatif et donc ça peut être remis en cause par une loi très rapidement. Donc on peut voir. Et puis, vous avez aussi l'article 11, donc, qui a été utilisé pour réviser la Constitution directement sans passer par le Parlement, qui pourrait être mis à profit par un pouvoir autoritaire ou un parti autoritaire pour changer complètement les fondements de notre Constitution et faire basculer notre régime dans un autre type de régime qui pourrait être xénophobe, qui pourrait être très illibéral. Voilà. Un autre scénario possible, qui est celui dont nous avons besoin, qui est celui de l'utopie, ou en tout cas qui est celui de la démocratisation de la démocratie, puisque là nous ne sommes pas en démocratie, qui pourrait passer par le recours au référendum. Donc là j'ai mentionné le recours au référendum sur la guerre, mais on pourrait avoir des recours permanents au RIC qui nous permettraient sans cesse de réviser notre Constitution, de ne pas la clôturer sur elle-même et sans cesse de démocratiser nos institutions dans un sens de plus en plus conforme à l'idéal démocratique que nous avons abandonné il y a bien longtemps, et on pourrait s'inspirer. Donc c'est l'abréviation pour référendum d'initiative citoyenne, qui pourrait être et qui devrait être sur les matières constituantes également, et qui permettrait donc d'avoir un processus permanent de non seulement contrôle des institutions démocratiques, mais aussi d'approfondissement de la démocratie et d'éducation permanente et de politisation permanente des citoyens, qui, à mon sens, est le projet que nous devons opposer au projet autoritaire qui se dessine à l'horizon. C'était une revendication des Gilets jaunes, me semble-t-il. C'est à ce moment-là qu'on a beaucoup vu ce sigle et cette revendication-là. Et justement, c'est un projet qui fédère un large spectre politique et qui permettrait donc de sortir de la dynamique dans laquelle nous sommes pris en étau actuellement et qui semble conduire à la prise de pouvoir par un parti plus autoritaire. Merci beaucoup, Eugénie Mériot, d'être venue parler des enjeux constitutionnels majeurs auxquels nous sommes confrontés à l'occasion de la sortie de ce livre, de ces 7 leçons sur la Constitution aux éditions Anamosa. Très lisible, très abordable. Je recommande très chaleureusement la lecture de ce livre. Avec des petits bouts de poésie dedans. Il y a même des petits bouts de poésie dedans. Merci encore beaucoup. Et à bientôt. À bientôt. Merci d'avoir suivi ce nouveau numéro d'OZAP. On s'autorise à penser. N'oubliez pas que le média est un média qui n'est ni gouvernemental ni patronal. Nous ne vivons que de vos dons et abonnements. Rendez-vous sur lemediatv.fr. À bientôt sur le média.